Bien, écoutez, bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue dans cette plénière avec nos chers invités qu'on va découvrir dans très peu de temps. L'objectif de cette plénière, comme vous le voyez, station-service de l'avenir, borne indépendante. À un moment donné, on va voir la différence. Quand le marché de la charge arrivera-t-il à satisfaire celui des véhicules ? Gros souci à aujourd'hui, enfin souci, attention, relativisons quand même. La charge à aujourd'hui, forcément, pose quelques petites questions et beaucoup de gens ont du mal à recharger dans les territoires. Alors commençons par présenter les intervenants. Honneur aux dames. Corinne Frasson. Je vous laisse. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes chez EVBox ? Oui, je suis chez EVBox. Je suis en charge du marché français pour cette société que je vous présenterai peut-être dans un deuxième temps. J'ai cru comprendre que vous avez des petites vidéos pour introduire les sociétés. Parfait. D'accord. Donc la petite vidéo arrive quand ? La technique, allô ? L'oreillette ? Bon. Ça arrive quand ? La petite vidéo de présentation arrive quand ? Des intervenants ? Il n'y a pas ? Non, mais ok. C'était prévu qu'il y en ait. Bon, allez-y, présentez-vous. Allez, de vive voix. Allons-y. Donc, chez EVBox, on est fournisseur de solutions de recharge. Donc, une solution de recharge, c'est quoi ? C'est une borne et un logiciel de gestion de la charge, parce que les bornes sont des objets connectés. Elles ont besoin de communiquer avec leur environnement au travers d'une solution logicielle. Donc chez EVBox, on a tout un portefeuille de bornes de recharge qui va de la petite borne qu'on va mettre chez soi, à domicile, en passant par la borne qu'on va mettre pour les flottes d'entreprises, les parkings, que ce soit souterrains ou pas, les centres commerciaux par exemple, à la grosse borne qu'on va mettre en ville et sur autoroute. Donc les puissances sont de 3,7 à 350, en passant par 22, 50, 175 et 350 kilowatts. On a à ce stade 250 000 points de charge répartis dans 70 pays. Et on est avant tout une société technologique. On a 40% de nos effectifs qui travaillent en R&D, autant sur l'équipement que sur le logiciel. Et on est aussi une société industrielle, avec notamment un site de production industrielle juste à côté de Bordeaux, Léognan, où on fait aussi la R&D de tout notre portefeuille de recharge en courant continu. Donc on est particulièrement heureux de faire partie de cet événement qui nous ramène justement au cœur de notre naissance, il y a 14 ans, à côté de Bordeaux. Parfait. Merci pour cette belle introduction. Et puis on va rester dans l'environnement. Allons-y, Monsieur Clément Molison. Oui, bonjour. Donc Clément Molison, je suis le délégué général adjoint de l'Aver France. Donc, on est une association professionnelle de l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique. Donc on a toute la chaîne de valeur qui est représentée chez nous à travers à peu près 200 adhérents. On va avoir des constructeurs, des équipementiers, des fabricants de bornes, des énergéticiens, des collectivités. Voilà, on a un spectre assez large et notre objectif, c'est de défendre les intérêts de la filière et de faire en sorte de lever les différents freins au développement de la mobilité électrique. Parfait, merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on continuera les petites présentations juste après au niveau de vos interventions. J'ai une petite question à vous poser, justement, Monsieur Molison. Pouvez-vous nous faire un petit bilan à aujourd'hui de ce qui se passe en France ? Quel est le nombre de points de charge, l'objectif des 100 000, etc., etc. D'après vos chiffres, on parle d'un petit 50 000 à aujourd'hui. Allez-y, je vous laisse. Alors, c'est la grande question du nombre de bornes, de points de recharge ouverts au public, donc ouverts au public de la voirie, autoroute, parking d'entreprise accessible au public. Dans notre dernier baromètre qui date de mai, on en dénombrait 33 000, donc 33 000 points de recharge. On n'a pas publié de nouveaux baromètres depuis, on le faisait tous les 3 mois. Là, on est en train de travailler un nouvel indicateur avec JREV et avec le ministère de la Transition écologique afin d'essayer d'être encore plus proche de la réalité, notamment en essayant d'aller chercher tous les points de recharge qu'on ne pouvait pas identifier avant dans les bases de données qu'on pouvait avoir. Donc on n'a pas encore de chiffres à communiquer, mais effectivement on devrait être à la moitié de l'objectif des 100 000 bornes à peu près.
Cet objectif de 100 000 bornes, il avait été fixé dans le cadre du contrat stratégique de filière qui a été signé en 2018, et l'objectif était pour fin 2022 d'avoir 1 million de véhicules électrifiés en circulation et associé à ça 100 000 points de recharge. Le gouvernement a décidé d'avancer cet objectif de 100 000 points de recharge d'un an pour essayer d'avoir un réseau qui soit plus dense, mieux maillé, et avec notamment de la recharge plus rapide qu'on en avait jusqu'à présent. Donc bon, vous le comprenez quand je vous dis plutôt moitié de l'objectif. À 2-3 mois de la fin de l'année, cet objectif ne sera pas tenu pour l'année 2021. Pour autant, il faut bien avoir en tête que ça a vraiment permis de faire avancer un grand nombre de sujets. On y reviendra peut-être, mais la recharge sur autoroute, il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites cette année grâce notamment à cet objectif-là. Et il y a de nombreux projets qui ont pu se lancer, également parce que cet objectif a été fixé à fin 2021. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteigne pas à l'échéance initialement prévue, donc fin 2022. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'atteindra pas pour cette année. On peine un petit peu, en effet, à atteindre cet objectif fixé par notre cher président au 31 décembre 2021. Donc 2022, a priori, les prévisions paraissent envisageables, on va dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont en train de se lancer, notamment les collectivités locales et syndicats d'énergie qui avaient mis un certain nombre de projets en pause à cause du Covid, à cause du report des élections municipales. Donc là, il y a des projets qui sont en train de nouveau de se mettre en place. On a toutes les autoroutes, toutes les aires de service qui vont être équipées avant 2023. Donc là aussi, on va avoir un grand nombre de points de recharge installés. Et les entreprises, que ce soit pour leur flotte, mais aussi pour les parkings accessibles aux clients, aux visiteurs. On a aussi de nombreux projets qui se développent. Bon, il y a une partie qui est de répondre à des obligations réglementaires. Donc là aussi, ça aide un petit peu ce côté incitatif. Mais il y a aussi une vraie volonté d'un certain nombre d'acteurs du privé aussi d'accompagner ce développement de la mobilité électrique et d'offrir de la recharge à différentes puissances pour des clients, pour des visiteurs, et d'attirer aussi faire quelque chose de différenciant par rapport aux voisins, par rapport au supermarché d'à côté qui n'aura pas sa borne, par exemple. Et j'entendais tout à l'heure, vous le disiez à peu près, 1 million de véhicules, c'est ça ? À objectif fin 2022, 1 million de véhicules électrifiés. Donc c'est avec un découpage 600 000 véhicules 100% batterie, 400 000 hybrides rechargeables. Donc là, on est dans la bonne lignée pour ça. Au niveau des immatriculations, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Même pendant le Covid, où il y avait eu évidemment un arrêt des livraisons, c'est la seule motorisation qui s'en est le mieux sortie parmi les autres. On a eu aussitôt des commandes qui ont été maintenues, des commandes qui se sont poursuivies. On a évidemment les obligations européennes, les réglementations CAFE, avec pour les constructeurs l'obligation de vendre plus de véhicules électriques pour ne pas être sanctionnés. Mais malgré tout, et là, maintenant qu'on a passé ce cap-là, on a encore des immatriculations qui se maintiennent, parce que aussi bien du côté des particuliers qui sont sensibilisés à la question environnementale, en particulier maintenant depuis les 3-5 dernières années, mais aussi du côté des entreprises et du verdissement de leur flotte, de l'électrification de leur flotte, où l'électricité est vraiment appréhendée comme une énergie utile, écologique, économique, mature, et qui peut être facilement prise en main par les collaborateurs, même s'il faut parfois un petit peu de pédagogie pour apprendre comment recharger son véhicule, par exemple. Donc si je comprends bien, c'est 1 million de véhicules électriques hybrides rechargeables, et on élimine les prolongateurs d'énergie et puis les hybrides non rechargeables dans ces chiffres. Effectivement, les hybrides non rechargeables sont pas pris en compte ici. Nous, du côté de l'Aver France, nous on est sur les mobilités électriques, batteries et hydrogène et rechargeables. Donc on prend pas en compte ces technologies-là. Aujourd'hui, le besoin de transition énergétique, écologique qui est nécessaire pour à la fois pour la santé des personnes. Je pense que le Covid et les problèmes respiratoires ont aussi ramené cette question de la pollution de l'air sur le devant de la scène, mais aussi pour l'urgence climatique. On a besoin d'énergie vraiment de transition. Et pour le coup, c'est la batterie, c'est l'hydrogène, c'est l'hybride rechargeable bien rechargé justement, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là.
Parfait, merci. Merci beaucoup pour cette belle introduction. On sait maintenant où on en est. Les objectifs vont être atteints bientôt, peut-être un petit peu trop ambitieux pour fin 2021, mais globalement, ça a permis de lancer la sauce et puis c'est parti dans les territoires. Et justement, écoutez, on a le grand honneur d'avoir avec nous Stéphane Chambon de Total Energy. Donc, allons-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Non, mais je suis ravi d'être ici. Quelques mots. Effectivement, vous n'avez pas fait le lapsus de nous appeler Total. Merci. Mais effectivement, on est Total Energy. Juste pour quelques mots d'introduction et pour rappeler ou dire tout simplement qu'on est un groupe multi-énergie. Et toutes énergies confondues. Ce qui nous semble important, c'est que dans cette phase de transition, on a besoin à la fois des énergies du présent pour aller vers les énergies du futur. Et évidemment, les énergies du futur doivent nous amener à des énergies qui sont totalement décarbonées à la fin de l'histoire. Enfin, s'il y en a une. Donc, on est nous-mêmes engagés d'abord sur la partie de la mobilité électrique. Peut-être quelques mots. On est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est producteur d'énergie renouvelable à travers du solaire, d'éolien ou d'hydraulique. On est nous-mêmes fabricants de bornes, notamment sur des bornes AC. On est opérateur de points de recharge, que ce soit sur nos réseaux de stations-service, et je vais le développer, mais aussi opérateur de bornes de recharge, en tous les cas pour des parcs de bornes qui sont en voirie auprès des collectivités territoriales, et opérateur de bornes de recharge aussi dans l'accompagnement de nos clients qui sont en train de développer des infrastructures sur leur propre site dans le cadre de la transition de leurs véhicules vers des véhicules faible émission. Donc, oui, justement, à ce sujet-là, on a tous entendu parler, je pense, vous en avez entendu parler aussi, de la première station, on va dire, pétrole transformée en station électrique, qui est la première de France, qui se trouve à Paris-La Défense. C'est exact. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une réussite? Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus? Et surtout, aller un petit peu plus loin dans les perspectives de Total Energy d'ici les quelques années qui viennent. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que d'abord, la recharge d'un véhicule électrique, le premier type de recharge, c'est une recharge qu'on peut appeler de charge lente de nuit. Tous les véhicules, en fait, pour démarrer leur journée, ont besoin de partir la batterie pleine. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'usages, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels, d'avoir de l'autonomie, soit pour faire des longues distances, soit parce qu'on est un professionnel et on a un usage intensif d'un véhicule, et ça peut se trouver d'ailleurs même dans une zone urbaine, comme des taxis, par exemple, ou des flottes d'équipes commerciales. Donc ce que l'on pense, c'est qu'on a besoin effectivement de venir mailler le territoire sur l'ensemble du réseau routier national et de manière assez prioritaire sur les réseaux autoroutiers concédés et non concédés, où nos clients peuvent trouver de la recharge rapide et haute puissance. Ça, c'est un premier volet. Je crois que c'était cité aussi par Clément là, sur les plans qui sont en cours d'électrification en bande de recharge haute puissance sur le réseau autoroutier. C'est majeur. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir équipé l'ensemble de nos stations, ce qui devra représenter 200 sites à horizon 2023. 200 sites autoroutiers, vous parlez? Absolument. Autoroutiers, autoroutes concédées ou non concédées, équipés de bornes de recharge haute puissance, 175 kW. Donc ça, c'est un premier maillage. Celui-ci doit être complété par ce que j'évoquais, parce qu'il va y avoir un phénomène d'accélération dans la transition énergétique, notamment sur les grandes villes et les métropoles, avec la mise en place des fameuses zones à faible émission, avec restriction des véhicules, critères 4, 3, 2 et puis 1. Donc là, il y a absolument besoin aussi de venir identifier des sites dans lesquels on va pouvoir offrir un service de recharge haute puissance. Il s'avère qu'au travers de nos réseaux de stations-service, on possède, et vous l'avez cité, un certain nombre de points de vente qui sont dans ces zones, dans ces territoires, au cœur des villes ou en proximité des villes ou en accès de grands axes routiers au cœur de ces métropoles. Et on pense qu'il y a matière là à commencer
à offrir ce type de service. Et on pourrait se dire, il y a plusieurs logiques ou plusieurs options qui sont possibles, qui est de dire, conservons nos distributions classiques, et puis mettons-y une ou deux bornes. Mais est-ce que ça suffit? On ne pense pas. Et la meilleure preuve est l'expérience qu'on a réalisée sur le site de la Défense, puisqu'on a arrêté, alors que c'était une station qui marchait très très bien en distribution de carburant conventionnel. On s'attendait finalement, après avoir mis en service les bornes de recharge, qu'on ait très peu de véhicules. Alors on en a nettement moins que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Mais par contre, on est relativement bien surpris et agréablement surpris parce qu'il y en a un peu plus que ce qu'on avait estimé au départ. Et on pense que c'est dû aussi parce qu'à aujourd'hui, quand bien même le parc de véhicules électriques soit relativement limité encore, même s'il est en très forte croissance, mais il n'y a pas d'offre. Donc il faut qu'on crée l'offre, il faut qu'on arrive à rassurer finalement tous les futurs acquéreurs ou loueurs de véhicules électriques que quand bien même le matin, quand ils se réveillent et ils prennent le volant avec la batterie pleine, eh bien, ils pourront, en cours de journée, avoir un lieu dans lequel ils pourront faire de la recharge en des temps relativement rapides. Donc c'est une belle perspective pour demain. C'est-à-dire que, oui, si je résume un peu, 2023, l'ensemble des stations sur les autoroutes. Absolument. Et puis on va venir compléter sur les zones urbaines, parce qu'on a dans nos objectifs de faire une centaine, ce qu'on appelle de hubs urbains, et qui passeront, alors même si c'est en grande majorité au travers de la conversion de stations telles qu'on a pu faire sur le site de la Défense, mais également de trouver des nouveaux sites dans lesquels on aura peut-être plus de place pour pouvoir accueillir plus de véhicules. D'accord. Parfait, parfait. Et Jean-Michel Cornille, vous par contre, donc, vous êtes président d'IES. Alors présentez-nous un petit peu IES Group. Oui, donc bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau ensemble à un congrès. Donc moi, je suis président d'IES Synergie. Donc on est un des pionniers de la mobilité électrique. On a près de 30 ans, donc on atteint maintenant l'âge de raison. Hein. 30 ans, c'est un bel âge malgré tout. Donc on a démarré au début sur les chargeurs embarqués de véhicules industriels et on a déployé plus de 1 million de ces chargeurs. Donc on est leader mondial de cette activité. Et depuis à peu près 5 ans, on s'est attaqué pleinement au marché des bornes de recharge rapides, hein, des voitures électriques. Et on a déployé à peu près 12 000 bornes de recharge dans le monde, avec nos filiales, donc bien sûr en France, mais nos filiales en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Je dirais que ce qui nous distingue peut-être, c'est qu'on maîtrise complètement 100% de la techno, hein, que ce soit la conversion de puissance, le hardware, le software. Il y a énormément de logiciels dans nos bornes, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et je dirais que notre motto, notre objectif, hein, notre désir, c'est vraiment de concevoir aujourd'hui les solutions de demain pour l'avènement du marché de masse du véhicule électrique. Et en France, on est à peu près 130 collaborateurs avec énormément d'ingénieurs et techniciens, puisqu'en fait, ça reste un secteur très, très technologique. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'intro. Et la question. Et donc forcément, pour rebondir sur ce qu'on vient de voir avec Total Energy, certaines choses sur les hubs et les bornes de recharge, les points de recharge, etc. Vous, du point de vue d'un industriel de la borne de recharge rapide, c'est quoi votre évaluation de la situation des infrastructures en France? Parce qu'on peut se poser des questions. Est-ce que oui ou non, ce que nous propose Total Energy, qui est vraiment très, très motivant au niveau français, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que d'après vous, il y a autre chose? Oui, d'autres concepts peut-être? Bon, tout ce que propose Total Energy est excellent. Hein. Non, je dirais que, c'est une petite boutade, je dirais simplement que quand on regarde la situation, et je ne vais pas paraphraser mon collègue de Lavert, mais c'est vrai qu'il y a différents baromètres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectivement probablement un peu moins de 50 000 points de charge, sachant que souvent il y a deux points de charge par borne, donc un peu moins de 25 000 bornes. Qu'aujourd'hui, l'essentiel de ces bornes, c'est quasiment 90%, sont des bornes de recharge lente,
alors qu'en fait, on est en train de parler d'espaces ouverts au public. Quand vous parlez de recharge lente, une recharge lente, c'est une recharge à 7 kW ou 11 kW, donc on utilise normalement plutôt la nuit au domicile ou dans la journée au bureau, mais qui ont été déployés dans un premier temps vraiment dans une stratégie ou une politique de couverture du territoire. Donc je pense que ça faisait beaucoup de sens. Bon, il y a une très bonne dynamique. On voit une accélération très forte du marché depuis plus de 6 mois grâce notamment à la charte et au plan des 100 000 points de charge. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même trop peu de recharge rapide, notamment pour les usagers. Le besoin fondamental en espace public, c'est une recharge plutôt rapide qu'une recharge lente. Et en particulier, il y a un peu trop de recharge qu'on appelle accélérée, mais les 22 kWh, qui sont des recharges qui ne sont accélérées que pour certains véhicules et qui en général sont plutôt des recharges lentes pour la majorité des véhicules, puisqu'en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais une borne AC, sa puissance est limitée par le chargeur embarqué de la voiture. Donc si vous prenez des modèles courants comme la Leaf de Nissan ou les modèles standards donc de Peugeot i208 ou i2008, finalement ils vont charger 3 fois moins vite que la 22AC prévue. Et si vous prenez la modèle 3 de Tesla ou la Volkswagen ID3, et je ne veux pas faire trop de pub pour ça des constructeurs, mais c'est pour donner des exemples très répandus, ils vont charger finalement 2 fois moins vite que espéré avec la 22 kW. Bon, mon point, c'est qu'en espace public, je pense qu'on a besoin davantage de charges rapides et ultra rapides. Et là, je pense qu'on est assez convergent avec ce que disait Total Energy. Et donc, quelles sont les solutions ? Je dirais qu'il faut d'abord bien réfléchir au cas d'usage. C'est-à-dire que la solution ne consiste pas à déployer des 350 kW dans tous les points de la ville. D'ailleurs, il y aura un léger problème avec le réseau Enedis. Alors, je me permets justement, quand vous parlez de cas d'usage, qu'est-ce que vous entendez par un cas d'usage ? Alors, ce qu'on appelle le cas d'usage, je pense que c'était introduit. Quand on est finalement en espace public, c'est-à-dire en dehors de la maison ou bien en dehors du travail, il y a un peu 2 cas d'usage fondamentaux. Le premier, c'est le modèle de la recharge à destination, c'est-à-dire que vous arrivez à votre point de destination pour aller faire vos courses, pour aller au restaurant, vous allez voir un film, vous allez vaquer à vos occupations en ville. Là, vous arrêtez peut-être 1 heure ou 2 heures et vous pouvez utiliser ce temps d'arrêt pour recharger en temps masqué votre voiture, faire ce qu'on appelle le plein. Et faire le plein en électrique, ça consiste à faire passer de 20% à 80% de la batterie, donc c'est 60%. Et typiquement pour ce cas d'usage-là, une borne de recharge rapide de 25 kW ou 50 kW est largement suffisante, et bien dimensionnée pour ce besoin. Donc c'est un modèle qui est un peu disruptif par rapport au modèle classique de la pompe à essence qu'on connaît tous en thermique. Mais c'est un modèle qui permet finalement de s'appuyer sur un réseau maillé de bornes de recharge de petite et moyenne puissance, tout à fait compatible avec le réseau Enedis, c'est-à-dire qu'on est capable de déployer ça un peu partout dans les villes sans contraindre fortement le réseau. Et donc c'est un modèle qui est en train de se déployer pas mal en Europe et en France. Je pourrais donner des exemples de la métropole du Grand Lyon, le CIGEF en région parisienne, beaucoup de syndicats d'énergie dans l'Est, le Grand Est ou en Bretagne déploient, donc avec nous, mais bien sûr avec nos confrères et aussi avec EVBox, des bornes, on va dire rapides, 24 kW ou 25 kW et 50 kW. Et ce qui est très, très important, c'est du coup déployer des vraies bornes rapides ou accélérées et non pas des bornes, 22 AC qui n'offrent finalement qu'un tiers ou la moitié de la puissance escomptée. Bon, donc ça c'est le premier cas d'usage, mais qui est finalement dans le réseau de distribution, qui était extrêmement important en termes de déploiement. Et le deuxième cas d'usage, je dirais tout aussi important, c'est la recharge en itinérance. Donc là, vous êtes en train de faire un trajet, vous êtes sur la route,
Bien évidemment, vous avez beaucoup moins de temps, vous n'allez pas au cinéma, hein, donc vous allez peut-être avoir entre 10, 20 minutes, voire une demi-heure pour recharger votre voiture. Et là, il vous faut des bornes beaucoup plus puissantes, hein, donc c'est ce qu'on appelle la recharge ultra rapide en 10 à 20 minutes, avec des bornes de 150 à 350 kW. Et je dirais que sur ce type de besoin, au-delà de la puissance, il faut certainement avoir aussi des solutions qui permettent de s'adapter à des usagers qui vont prendre une pause un peu plus longue, hein, si vous arrêtez une demi-heure pour poser un peu plus. Et du coup, il est important que la solution permette aussi de partager la charge entre plusieurs usagers. Bon. Donc nous, IES, mes confrères également, donc on développe des bornes qui permettent de répondre à ces besoins avec un temps de partage important entre les usagers en tant que de besoin. Voilà. Bon, je suis désolé, c'était un peu long comme réponse. Mais... Non, c'était très bien. Au contraire, justement, on s'aperçoit que vous êtes plus parti sur les bornes de recharge, on va dire, les vraies bornes, comme j'ai entendu dire, et les fausses bornes rapides, c'est ça? Donc on remet un petit peu donc les bornes de courant alternatif qui utilisent le chargeur embarqué de la voiture. Eh bien, la charge sera limitée à la puissance de charge, la possibilité de charge du chargeur, alors que si on met le chargeur, si on le déporte dans la borne, cette fois-ci, c'est la capacité, la possibilité de charge de la voiture qui va figer les choses. Et je ne voudrais pas apparaître comme l'ayatollah de la borne rapide. Je pense que finalement, la solution, c'est plutôt un mix de bornes lentes là où c'est nécessaire. Donc, bien sûr, la nuit à la maison, la journée au travail, et dans certains espaces publics où on sait que les gens vont rester longtemps. Ensuite, des bornes rapides, plutôt en ville, parce que là, on a la possibilité de rester en général 1 heure et 1 heure et demie, et des bornes ultra rapides sur les corridors et autoroutes. Donc, il n'y a pas une solution, c'est plutôt un ensemble de solutions qui doivent être ciblées sur les besoins. Quoi. Voilà. Et donc merci, hein, merci beaucoup. Hein. Et donc, Madame Frasson, vous, par contre, il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, mais donc vous possédez un site recherche et développement qui se trouve ici à Léognan, c'est ça? Oui, tout à fait. On joue à la maison. Vous jouez à la maison. On a été créé il y a 14 ans à côté de Léognan, et on y est toujours. On a agrandi, on a poussé les murs parce que l'activité est en pleine croissance. Et on fait sur ce site la R&D, la production, le test, il y a les équipes techniques. Donc c'est un vrai nid de savoir-faire en électronique de haute puissance. Et donc justement, vu qu'on parle de haute puissance, comment concevez-vous vos chargeurs? Alors, est-ce que vous utilisez une conception dédiée aux utilisateurs, ou est-ce que vous faites une conception qui va prendre en compte un ensemble de critères? Alors, dans la conception d'une borne de recharge, ce qui est vraiment important, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs, tout simplement. Et les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une borne qui soit puissante. Il faut charger la voiture, il faut la charger des fois très rapidement. Les utilisateurs veulent une borne qui est disponible et une borne qui est facile d'utilisation. Donc sur la disponibilité, juste pour illustrer au niveau conception ce qu'on fait pour assurer la haute disponibilité d'une borne, je vais prendre en illustration notre nouvelle borne qui s'appelle le Tronic modulaire, qui est une borne qui peut commencer à 90 kW et monter par palier de puissance de 30 kW à chaque fois en module jusqu'à 240 kW. Donc cette borne, on a voulu l'avoir au plus haut niveau de disponibilité. Donc, comment on a fait au niveau de sa conception? Si on a capitalisé les plus de 10 ans d'expérience qu'on a en recharge rapide et ultra rapide dans le design. Donc, pour vous donner quelques exemples, la conception modulaire de la borne par palier de 30 kW, si jamais un de ces modules venait à défaillir, ça peut arriver, la borne continue de fonctionner parce que chaque module est indépendant. Elle va fonctionner entre guillemets en mode dégradé. En mode dégradé de moins 30 kW. Donc si la borne fait, 210, 240, là on retomberait sur de 210 kW, qui est une recharge extrêmement puissante. La majorité des véhicules n'arrivent même pas à charger à cette puissance. Donc là, au niveau de disponibilité de la borne, on assure ça grâce à cette conception modulaire. Après, si jamais il y a une maintenance à faire, on a étudié de très près la maintenance de nos bornes, on veut que cette maintenance soit écourtée. Quand une borne est en maintenance, elle n'est par définition pas en opération. Alors ce qu'on a fait, on a tout fait pour faciliter cette maintenance. Donc quand par exemple on ouvre la borne, tous les composants sont en accès direct. Et l'indicateur qui a motivé les équipes, qui a drivé les équipes de conception, c'est que n'importe quel composant peut être changé en 15 minutes sur site.
Et il y a quand même une énorme différence entre changer un composant en atelier ou en usine et le faire dans les conditions extérieures. Donc là, c'était 15 minutes changer les composants sur site. Après, et surtout, on a conçu une borne qui était robuste. Donc plus la borne est robuste, plus elle va pouvoir affronter sa rude vie en extérieur. Une borne qui est en extérieur est soumise au climat, aux caprices du climat. Il peut faire très chaud l'été, très humide, très froid l'hiver. Et ça, c'est que pour la France. Après, on a des bornes qui sont dans le nord de l'Europe, on a des bornes au Moyen-Orient. Donc on connaît les températures extrêmes, les conditions un peu extrêmes. Et encore une fois, on a pu capitaliser tout ce qu'on a observé sur le terrain dans la conception de notre nouvelle borne. Pour vous donner quelques exemples, on a identifié tous les points de faiblesse d'une borne. Par exemple, le câblage est un point de faiblesse. Plus il y a de câbles, plus il y a des probabilités qu'un de ces câbles va défaillir. Donc, dans notre tronique modulaire, on a diminué au plus possible le mètre linéaire de câblage, hein, qui est très petit. Donc ça, c'est un exemple. Après, au niveau des composants, la borne est aussi robuste que son composant le plus faible. Donc là, encore une fois, on a l'expérience des composants. On sait même à composants techniquement équivalents, on connaît ceux qui vont durer et résister sur le terrain versus ceux qui vont peut-être défaillir un peu plus rapidement. Donc là, sélection drastique de tous les composants de cette borne pour avoir les meilleurs. Et enfin, ce qu'on a fait, c'est on a testé cette borne. On a testé cette borne. On a investi dans une chambre climatique sur notre site de Bordeaux. C'est une énorme chambre climatique. On peut faire varier la température de température très très froide, moins 40, jusqu'à plus 80. On peut faire varier l'humidité aussi. On fait donc des tests de choc thermique aussi dans cette chambre climatique et on observe comment la borne se comporte pour en parfaire le design. On a fait aussi des tests en chambre électromagnétique, on a fait aussi des tests avec des centaines de capteurs pour étudier le comportement thermique de la borne, l'humidité à l'intérieur de la borne. Donc voilà, on a même fait des tests de transport. On a mis une borne sur un camion, on a fait traverser l'Europe juste pour voir à l'arrivée, est-ce qu'il y avait des choses qui s'étaient un petit peu détendues. Donc on a vraiment beaucoup testé. Encore une fois, on capitalise toute l'expérience terrain que nous avons sur la recharge rapide et ultra rapide pour vraiment faire une borne robuste, une borne simple à maintenir, une borne qui va assurer un très haut taux de disponibilité parce que c'est ça que nous, collectivement, cherchons à faire. Donc globalement, on est rassuré. Vos bornes, aussi bien IES que vous, EVBox, demain, on va les retrouver dans les stations. Ce sont des bornes robustes, ce sont des bornes qui tiennent le choc des températures, de l'ensemble des influences externes. Et je reviens vers vous aussi, Madame Frasson, hein, parce que vous m'avez parlé à un moment donné que vous aviez gagné des prix de design. Oui, Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus? Est-ce que le design, il y a un rapport avec la qualité, la durabilité et globalement la robustesse de la borne? Oui, tout à fait. Alors, le design des bornes, j'aime dire qu'il est aussi important à l'intérieur de la borne qu'à l'extérieur. Une borne se doit d'être aussi esthétique pour donner l'envie d'être utilisée, d'être approchée. Et puis aussi, la borne fait partie des mobiliers urbains et puis des objets qu'on a de plus en plus à la maison. Donc voilà, la borne doit être jolie, mais bon, ça c'est le facteur esthétique. Après, la borne doit être surtout simple d'utilisation, comme on disait. Une borne doit être facile d'utilisation et intuitive. Donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler chez EVBox. Donc par exemple nos petites bornes en courant alternatif, donc jusqu'à 22 kg, qu'elles soient à la maison ou en entreprise, on va travailler sur un anneau de LED qui va indiquer le statut de la borne. Par exemple, l'anneau, s'il est vert, ça veut dire que la borne est disponible, elle est prête à charger, elle attend son véhicule. Justement, à ce sujet-là, vous dites vert, la borne est disponible. Est-ce que ces couleurs qui sont mises sur les bornes sont généralisées auprès de l'ensemble des fabricants ou est-ce que c'est vous, EVBox, qui avez décidé que le vert, ça voulait dire disponible? Alors, le vert, assez internationalement parlant, c'est synonyme de allez-y. Donc après, l'anneau de LED verte, c'est le symbole d'EVBox. Quand vous voyez une borne, par exemple, si vous allez à Amsterdam, vous allez voir des anneaux de LED verts partout dans toute la ville. 100% du matériel qui charge les véhicules électriques sont EVBox, Rotterdam pareil. Donc vous allez voir ces ronds verts partout qui vous invitent à venir connecter votre véhicule électrique. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un standard repris par d'autres, mais en tout cas c'est le nôtre. Oui. Vert, c'est pas mal. Allez, votons pour le vert.
Après, quand la borne est en train de charger, elle devient bleue. Quand le véhicule a fini de charger, la borne devient jaune. Ça aide aussi, on en parlait hier, à détecter les véhicules ventouses. Voilà, on sait que la voiture peut partir. Et puis, quand la borne a besoin d'attirer l'attention, parce qu'elle a besoin de maintenance, elle se met en rouge, donc là, pas chargée. Donc ça, c'est sur nos plus petites bornes. Sur les grosses bornes, on travaille énormément sur l'interface homme-machine, ou femme-machine, avec un écran notamment de 15 pouces sur notre dernière nez, la tronique modulaire, pour indiquer le customer journey, les étapes de la recharge. On va travailler aussi énormément sur l'accompagnement des câbles. Donc sur une borne de recharge ultra rapide, les câbles vont donner beaucoup d'énergie, il y aura beaucoup de puissance qui va passer dans ces câbles, et donc les câbles vont avoir tendance à être gros. Et qui dit gros dit lourd. Et donc il faut travailler sur l'accompagnement des câbles pour que tout le monde puisse les manipuler. Donc on fait beaucoup de travail en ce sens pour rendre la borne facile d'utilisation et intuitive. Et c'est quoi donc ces prix de design? Ça veut dire quoi exactement? C'est des prix, par exemple le Red Dot Design ou le CES Design à Las Vegas. Enfin, c'est des Customer Electronic Show, des prix comme ça pour nos bornes. Et on a gagné, alors j'ai vu hier, mais j'ai pas encore regardé, un autre prix européen sur e-mobility. Donc voilà, on gagne beaucoup de prix. Parfait, merci. Donc oui, donc ça nous rassure. À un moment donné, on a des stations-service, des hubs de recharge rapide et autres. Et puis on va avoir aussi, bien sûr, une autre façon de voir la chose. En l'occurrence, on a avec nous Benoît Plassa de GCK Énergie. Allez-y. Allô, vous m'entendez? Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Benoît Plassa. Je fais partie de l'entreprise GCK Énergie. Je suis très content d'être là ici. Nous, notre métier, c'est d'apporter de l'énergie là où il y en a besoin. Et à ce titre-là, on est amené effectivement à proposer des solutions de recharge sur des thématiques qui sont assez spécifiques et sur des besoins clients assez spécifiques. Donc l'idée de GCK Énergie, en fait, est venue de ses fondateurs initialement, que sont Guerlain Chicheri et Éric Boudot. Guerlain Chicheri, c'est un pilote Dakar et un champion de ski qui souhaite aller vers une électrification et en gros aller vers un Dakar vert demain. Et donc il a créé un ensemble de sociétés pour arriver à ses fins. Et donc en une myriade de sociétés qui permettent de créer des solutions de recharge, de créer des solutions de stockage et d'opérer des véhicules de ce type-là. Et nous, GCK Énergie, on fait partie de cette entité-là. Et nous proposons, dans ce cadre-là, des solutions de stations de recharge mobile en amenant effectivement donc une solution de recharge avec différents opérateurs de stations de recharge. Donc à ce titre-là, on est agnostique sur la partie station de recharge pure. Et en opérant des solutions de stockage d'énergie pour pouvoir fournir l'énergie qui est nécessaire à l'endroit où il y en a besoin. Donc tout est parti, pour vous donner un petit peu l'histoire de la création de la société, tout est parti d'un appel d'offres de la Fédération internationale de l'automobile que nous avons remporté pour alimenter les véhicules électriques du rallycross, du championnat du monde de rallycross. Donc la thématique est la suivante. Le rallycross accueille de plus en plus de véhicules électriques sur des circuits automobiles qui ne sont pas forcément équipés de puissance ni d'énergie disponible et souhaitaient pouvoir opérer ces choses-là. Et donc, ils ont choisi GCK Énergie pour pouvoir apporter les solutions complètes, clés en main, pour aller une fois à Spa, une fois à Loéac, une fois à Barcelone, etc. Et donc, on tourne comme ça autour de différents sites pour apporter des solutions de recharge. La spécificité qu'on a par rapport à d'autres solutions, je dirais, publiques, c'est qu'on s'adapte aux besoins et au cahier des charges, finalement, d'un événement ou d'une situation. Donc, en fait, quand on est par exemple sur du championnat du monde, on sait très bien les véhicules qu'on va opérer et on arrive à faire un cahier des charges avec le client, alors dans la mesure du possible, en termes de puissance nécessaire et en termes d'énergie. Et là-dessus, nous, on va caler nos solutions de stockage d'énergie et les bornes de recharge nécessaires. Donc un coup, on va opérer avec des solutions plutôt moyennes, voire basse puissance, comme des solutions AC par exemple, ou un coup, on va opérer avec des solutions de recharge grosse puissance pour pouvoir opérer. Donc c'est typiquement le cas, par exemple, sur la FIA, où on a calé les choses par rapport, en gros, au temps de recharge dont ils ont besoin entre le moment le plus contraint, qui est entre la demi-finale et la finale. Voilà.
Et donc voilà, c'est ce type de choses que nous on opère et sur lequel on travaille pour apporter des solutions demain sur des sites comme ici, où on opère une solution de recharge DC, où on s'installe en 1 heure, on est capable de mettre en place quelque chose sur un site, et de pouvoir opérer sans avoir besoin d'une infrastructure énergétique en puissance importante. Voilà, ça c'est la genèse de GCK Énergie. Ça veut dire globalement que dans votre... comment dirais-je, dans votre conteneur, il y a un certain nombre de possibilités de stockage d'énergie. Tout à fait. Donc en fait, le principe, c'est de dimensionner une solution de buffer, entre guillemets, d'énergie, pour pouvoir répondre aux besoins et restituer finalement sur les choses pendant l'événement. Donc ce qu'on évalue, c'est quel est le besoin en termes de puissance et en termes d'énergie, et combien on a besoin de quantité finalement d'énergie. Donc, et en combien de temps on a, par exemple, si on a par exemple une prise 32, 63, 125 disponible sur le site. Et donc on va calculer en fonction de ça. Alors on fait des hypothèses, on prend des marges d'erreur plus ou moins correctes, mais l'idée c'est ça, c'est de faire ce cahier des charges-là en disant je vais avoir 30, 40, 50 véhicules qui vont se recharger en 1 heure, 20 minutes, 8 heures, peut-être 24 heures, quoi. Et donc c'est cette équation-là auquel on répond à chaque fois, que ce soit sur un site, sur un événement, comme on vient aujourd'hui, que ce soit sur un site de sport mécanique ou que ce soit sur une ouverture média comme on fait actuellement en Croatie, sur lequel on répond à la fois à des besoins de recharge nocturne et à la fois à des besoins de recharge du dernier kilomètre, mais sur très peu de temps, quoi. Voilà. Alors justement, à ce sujet, si je reviens au titre globalement des stations-service de l'avenir, est-ce que justement votre solution de recharge, est-ce qu'elle peut permettre, peut-être à Total Energy ou autre, peut-être, est-ce qu'elle peut permettre aux stations existantes de mieux prévoir les pics d'affluence et de demande de charge? Alors, je ne sais pas si elle peut permettre de prévoir les pics de charge. En tous les cas, c'est une réponse qui peut être apportée très rapidement dans une mise en œuvre assez simple, on va dire, pour répondre à des besoins identifiés. Tout l'enjeu, ça sera demain d'arriver, c'est ce que je disais en préalable, d'arriver à dimensionner l'équation à laquelle on doit répondre, c'est-à-dire... finalement, combien de véhicules vont venir, quel type de véhicules vont venir et comment on le sait. Donc quand on est sur une zone publique, c'est assez compliqué à savoir. Néanmoins, ce qui est très intéressant et ce sur quoi il faut qu'on travaille demain, à mon sens, c'est vraiment de pouvoir dire, bah voilà, j'ai X véhicules hybrides, X véhicules full électriques avec un besoin de 50, de 80, de 90, de 100 kWh. De quoi j'ai besoin et en combien de temps j'ai besoin de les recharger. Et de là, on pourra essayer de dimensionner effectivement des solutions qui pourront se mettre en place de façon temporaire. Alors, ça n'enlève pas l'installation de bornes de recharge définitives, c'est vraiment un autre sujet, mais c'est plutôt pour répondre à des besoins de pics d'affluence. Alors, typiquement sur des événements comme les Jeux Olympiques, des événements comme des mondiales de foot ou des mondiales de rugby. Je pensais plutôt au départ en vacances. Il y a les départs en vacances, effectivement. C'était le fond de ma question, quelque part, parce que tout le monde a peur de ce départ en vacances, de ce pic d'affluence dans les stations-service. Est-ce que vous croyez... que ce type de solution pourrait nous permettre de se rassurer vis-à-vis de cette possibilité de charge en cas de pic? Alors, cette solution technique, enfin précise, je ne sais pas. Par contre, vous mettez le doigt... Ou d'autres, forcément, oui. Oui, par contre, vous mettez le doigt sur un sujet qui a trait finalement, est-ce qu'on a une capacité de pouvoir servir tout le monde à un moment où beaucoup de gens ont une attente par rapport à ce service de recharge. Et c'est vrai que... Alors je pense que dans un modèle où, que ce soit sur des événements ou que ce soit de manière temporaire, on a besoin de venir mettre un site avec une station de recharge haute puissance mais qui est mobile, parce que finalement on ne peut pas rentabiliser des investissements sur une période qui est trop courte, pas des infrastructures fixes. Je pense que la situation est idéale. Si maintenant on prend une station-service autoroutière et dans laquelle on est le 31 juillet avec des millions de Français avec des véhicules électriques, alors aujourd'hui on n'y est pas. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Ce que je peux dire avec une grande certitude, c'est que les investissements qu'on est en train de réaliser sur autoroute, ce sont des premiers niveaux d'investissement qui doivent avoir la capacité de répondre à la demande d'aujourd'hui et puis, j'allais dire, des quelques années qu'on a devant nous. Bien évidemment, en fonction de ce qu'on va observer sur ces périodes un peu critiques, eh bien, on va venir faire évoluer ses propres niveaux d'investissement en venant compléter par des nouvelles bornes, de manière à pouvoir suivre la tendance d'une demande qui devrait effectivement que croître d'année en année.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que est-ce qu'on aura la capacité, tous, les uns ou les autres, de venir dimensionner des infrastructures pour répondre à un besoin qui finalement se déroulera sur 24 heures ou 48 heures pendant l'année? Ça, c'est pas sûr. Parce que les investissements sont colossaux. Il n'y a pas d'ailleurs que pour nous, mais il y a aussi pour Enedis ou RTE d'ailleurs. Et peut-être que là, effectivement, dans une logique de venir compléter certaines stations par des dispositifs mobiles complémentaires, peut-être effectivement une réponse en tous les cas qu'il faudra regarder. Peut-être ça évitera de mettre des groupes électrogènes. Ce serait un peu ridicule de mettre des groupes électrogènes qui fonctionnent à partir d'énergie fossile. Heureusement, d'accord. Allez-y, M. Cornille. Oui, je voudrais, donc c'est pas une question prévue, mais non, je voudrais rebondir sur ce problème de l'effacement de pointe. Plus près, d'accord, ok. Parce qu'effectivement, le jour où on aura des millions de voitures électriques, et bien sûr on en rêve tous dans cette salle, va se poser le problème de l'alimentation et de la charge de ces voitures lorsque toutes ces voitures arrivent le soir à la maison ou le matin au bureau. Et alors, il y a des solutions techniques qui sont en train de se développer. Nous-mêmes, on a développé ce qu'on appelle une petite solution, un hub réversible, qui est une solution DC. DC, ça veut dire à courant continu, qui permet, alors bien sûr, de charger la voiture, parce que c'est quand même sa première fonction, mais également de décharger l'énergie de la batterie et de renvoyer ça vers le réseau. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid, ou vers la maison, c'est le V2H. Et ce hub peut aussi, je dirais, prendre de l'énergie renouvelable, ou bien d'aller sur la batterie stationnaire. Donc mon point, c'est que ne vous inquiétez pas, finalement, les industriels et les opérateurs se préparent à ce marché de masse de la voiture électrique, et amènent des solutions technologiques à la maison, en entreprise, qui permettent de faire cette bidirectionnalité, et côté opérateur, effectivement, des services qui vont permettre de donner la main à l'opérateur pour effacer la pointe. Voilà, donc je vais profiter de ça puisqu'on parlait de ce problème durant les vacances, mais le problème n'est pas uniquement pendant les vacances, c'est aussi tous les jours à la maison lorsqu'il y aura des millions de véhicules électriques. Voilà. Merci pour cette précision. Ouais. Juste une petite remarque oui. peut-être, parce qu'on se projette dans les 8, 10, 15 ans qui viennent, mais il n'est pas exclu non plus que la performance des batteries, l'autonomie en termes de distance des véhicules s'allonge. Donc on aura peut-être des effets bénéfices, positifs, qui feraient que finalement il y a des véhicules ou une partie du parc qui pourrait avoir des autonomies de 800 km ou plus. Et moins besoin de s'arrêter, même s'il y a une nécessité de s'arrêter toutes les 2 heures pour des questions de sécurité autoroutière. C'est justement une question qui va venir par la suite concernant la haute puissance d'aujourd'hui et les 20 minutes de recharge. Peut-être qu'haute puissance de demain, ça sera 5 minutes de recharge. Madame Frachon, vous avez quelque chose peut-être à préciser sur cette solution, cette nouvelle station, cette possibilité demain de pouvoir répondre à la demande de charge? Oui, tout à fait. En fait, la tendance qu'on observe en ce moment sur les stations de recharge, qu'elles soient de puissance haute ou très haute, ou parking de grande surface avec des bornes en courant alternatif jusqu'à 22 kW, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multiplication des points de charge sur un même site et une multiplication des demandes de recharge, donc de plus en plus puissantes. Donc, au niveau de la conception, encore une fois, de notre technologie, comment nous, on peut contribuer à répondre à cette dynamique, c'est que la somme des puissances demandées par l'ensemble des véhicules connectés au même moment, en général, va être supérieure à la puissance disponible sur site. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas un souci. On a, au niveau technologique, une façon de pallier entre la situation maintenant et la situation de demain, où les sites auront une augmentation de puissance grâce à tout le travail de fond que fait Enedis. Et cette solution, c'est une gestion intelligente de l'énergie. Donc cette gestion intelligente de l'énergie,
permet de faire avec ce qu'on a, donc la puissance disponible sur site, et d'en faire le mieux possible en optimisant justement comment cette énergie est allouée. Donc, par exemple, au périmètre d'une borne, surtout la tronique modulaire qui permet de charger 2 véhicules en simultané, en charge ultra rapide, donc jusqu'à 240 kW, on va allouer la puissance de cette borne aux 2 véhicules selon leur courbe de charge. Donc l'énergie ou la puissance qui ne sera pas prise par un véhicule, on va le donner automatiquement à l'autre. Donc déjà, là, on gère au périmètre d'une borne. Après, au périmètre d'une station, donc une station, c'est un ensemble de bornes sur le même site, on va connecter les bornes entre elles. Et pareil, la puissance disponible sur le site, on va l'allouer d'une borne à une autre, dépendamment des besoins des véhicules qui chargent. Et aussi, on va pouvoir créer des règles de priorisation de charge de véhicules. Donc, par exemple, est-ce qu'on veut charger le véhicule qui a le taux de charge déjà le plus élevé pour libérer la place le plus rapidement possible? Est-ce qu'on veut prioriser le véhicule qui arrive en premier? Enfin, il y a plusieurs règles qu'on peut utiliser. Donc, on les définit en avance. C'est les règles de stratégie de gestion intelligente de l'énergie. Et puis, selon les sites, selon les usages, on va pouvoir paramétrer cette stratégie de priorisation. Donc ça va permettre d'optimiser l'énergie disponible sur un site et de mailler encore plus rapidement le territoire national en optimisant justement la puissance actuellement disponible sur site en attendant l'augmentation de puissance. Parfait, ouais, tout à fait, exactement. Et donc, cette solution pourrait aussi nous aider. Peut-être un mot, M. Moulison, là-dessus, sur ces nouvelles stations de demain, cette gestion énergétique globale, cette gestion énergétique peut-être intelligente, qui va prendre aussi, à un moment donné, le besoin de charge de chaque véhicule pour lisser ou du moins prioriser une charge d'un véhicule par rapport à un autre. Est-ce que vous avez une vue, vous, au niveau de l'AVER, de ce développement ou pas? Tout l'enjeu, c'est un enjeu je pense que c'est ce qui a été dit juste avant, c'est un enjeu d'anticipation. C'est-à-dire qu'on a des prévisions de développement du marché et on doit développer aujourd'hui des stations, des points de recharge qui vont soit pouvoir évoluer en puissance, être agrandies, rajouter des bornes et déjà prévoir ça le plus en amont possible pour lisser les coûts sur la durée et éviter essayer d'atteindre une rentabilité sur le long terme. Donc après, il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place. Nous, ce qu'on a surtout observé de façon très macro, c'est est-ce que le réseau est en capacité d'accueillir cette mobilité électrique? C'est les travaux qu'on a menés avec RTE, et RTE a poursuivi aussi avec Enedis. Donc on a à la fois la vision transport et distribution de l'électricité, et 2035, la fourchette la plus haute, donc quasiment 16 millions de véhicules électriques, on est capable d'accueillir ça sur le réseau, et même en hiver, même dans les situations de pic qu'on connaît déjà aujourd'hui, on peut quand même accueillir ça. Et plus on va apporter du pilotage, des solutions de recharge bidirectionnelle, et plus on va lisser cette courbe. Et en plus, ça va même permettre au réseau de limiter ses investissements, parce que les batteries vont être utilisées comme des outils de flexibilité. Et donc ça a aussi un intérêt vertueux au-delà même du véhicule. Donc voilà, il y a aussi ce besoin de projection et de rassurer aussi les utilisateurs qui auront besoin de se recharger dès maintenant, mais aussi dans les années à venir. Parfait. Et nous accueillons aussi Gauthier Châtelus, c'est ça? Vous faites partie de la Banque des Territoires. Expliquez-nous un petit peu en tant que directeur adjoint infrastructure et mobilité. Oui, bonjour à tous. Vraiment ravi d'être là. Je voulais juste réagir sur le point qui a été dit. On voit les approches macro et les approches planification. Maintenant, le passage du macro au site et au micro, c'est des sujets où il faut des grosses anticipations. Dans le bilan actuel, je dirais 2 à 3 ans entre le moment où on a envie de faire quelque chose et le moment où ça sort. Je veux dire, le temps de faire les appels d'offres, d'avoir les travaux de voirie, d'avoir Enedis qui relie, d'avoir les bornes construites avec les pannes de composants qu'on a en ce moment. Panne d'approvisionnement, pardon. Donc la planification, c'est assez essentiel parce que c'est quand même des cycles, alors moins longs que construire une route, mais c'est quand même des cycles assez longs. Les solutions, à part celle de mon voisin, elles se déploient pas tout de suite. Mais pour revenir, donc Gauthier Châtelus, nous on est à la Banque des Territoires, donc c'est au sein de la Caisse des dépôts.
la partie qui est investie pour le développement des territoires dans un cadre de transition évidemment écologique, énergétique très fort. Donc moi je suis directeur adjoint infrastructure et mobilité. Alors déjà on s'appelait infrastructure et transport il y a encore pas très longtemps. Au sein de la Caisse des dépôts, changer de nom c'est compliqué même pour un département. Mais la mobilité c'est quand même ça dont on parle. C'est-à-dire avant on faisait que des autoroutes, puis des chemins de fer, des ports, des aéroports. Maintenant on regarde vraiment les nouveaux services de mobilité et puis le déploiement depuis, je dirais, dans le cadre, et ça s'est beaucoup accéléré dans le cadre du plan de relance, le déploiement de solutions pour une mobilité plus verte. Alors biogaz, hydrogène et puis surtout électrique en ce moment, routière, et puis on fait un peu de fluvial et on regarde aussi l'aérien, mais c'est quand même le routier qui aujourd'hui est évidemment en lead. Et donc on a vraiment des grosses ambitions pour accompagner l'ensemble de la transformation de cette mobilité, à la fois pour pouvoir financer les projets de déploiement de bornes de recharge et puis financer des flottes de véhicules électriques, un peu de toute taille. Et donc ça, on a un atelier en fin de journée aujourd'hui pour vous expliquer cette partie. Sur les bornes de recharge, je suis d'accord, il faut vraiment regarder un peu les cas d'usage. Alors moi, il me semblait qu'il y avait un cas d'usage qui manquait, c'est, je ne sais pas combien il y en a, mais à peu près une dizaine de millions de personnes qui n'ont pas de parking. Pas de solution de parking. Il suffit d'aller dans n'importe quelle ville, les rues, il y a des voitures garées partout. C'est des gens qui ne sont pas garés sur un parking privatif. Donc il ne faut pas les oublier. Alors certes, ils peuvent dire je continuerai à aller à la station-service de façon régulière. N'empêche que pour ces gens-là, les bornes 22 kg, ou voire un peu moins, quand elles ne sont pas optimisées dans le territoire, elles sont importantes. Que ce soit le lieu où ils travaillent ou le lieu où ils résident. En plus, avec des comportements de mobilité qui évoluent avec le télétravail assez largement. Donc la personne prend pas forcément sa voiture en domicile de travail, mais a besoin quand même de recharge, aller entre le périurbain et l'urbain, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Et le cas d'usage territorial de la borne de recharge un peu lente la nuit, elle existe aussi. Je pense qu'à Amsterdam, il y a des systèmes de concession où finalement, quand on déclare une voiture sans parking, il y a quelqu'un qui va installer une borne de recharge lente dans le quartier, qui a à peu près le même nombre. Je ne sais pas si ça continue à marcher. Saint-Étienne a expérimenté ça aussi. Donc voilà, il y a vraiment des cas d'usage assez différents. Pour les autres, je vous rejoins évidemment complètement. Et justement, vous, Banque des Territoires, vous êtes investisseur, vous investissez justement dans ces modèles. On parle aussi des bornes, droit à la prise, la copropriété, et j'en passe. Oui, exactement. Donc, un investisseur, qu'est-ce qu'il va regarder? C'est quand même, d'abord, on a, nous, une mission d'être investisseur avisé, donc il faut qu'on ait une certaine rentabilité, et puis d'intérêt général. Alors, l'intérêt général, évidemment, on est dedans. Et donc, il nous faut des modèles économiques. Et donc, le modèle économique, il vient surtout du coût pour installer, et puis de l'usage qui en est fait. Alors, on peut segmenter. On peut regarder sur les bornes à domicile. Bon, il n'y a pas d'investissement à faire quand c'est du domicile privé. Dans les résidentiels collectifs, on a vu qu'il y avait un gros blocage parce que les copropriétés ou d'autres n'ont pas envie d'investir pour une infrastructure commune, quelque chose d'un peu lourd, pour une ou deux personnes qui ont un véhicule électrique. Donc là, on a mis en place une société qui, 100% caisse d'ailleurs, qui va investir dans cette infrastructure commune, aux côtés des opérateurs, et c'est ouvert à tous les opérateurs. Et après, on ne se fera payer qu'au fur et à mesure que des gens viennent se connecter dessus. Ce qui permet zéro reste à charge pour la copropriété ou pour le bailleur. C'est uniquement l'utilisateur qui va payer. Donc ça, c'est un modèle où on maîtrise bien, parce que l'utilisateur, il paye sa connexion, comme il paierait sa box pour Internet. C'est assez sûr, une fois qu'il est là, à part s'il déménage, et encore même s'il déménage, il y en aura un autre qui viendra. Donc c'est un modèle où financièrement on peut trouver, mais bon, voilà, on est prêt à prendre le risque de vitesse de déploiement dans ce parking par rapport aux autres. Donc une solution qui doit être pour nous sur tout le territoire, on n'a pas de distinction et on ne veut pas différencier les différentes copropriétés. Tout le monde aura les mêmes conditions financières. Sur tout le territoire français, territoire d'outre-mer aussi. Aussi outre-mer. Alors pas cette solution pour l'instant parce que le cas s'est pas posé, mais nous c'est la France et l'outre-mer. Donc ça, c'est le côté, je dirais, résidentiel. Après, on veut accompagner aussi les bornes territoriales. Donc là, on cofinance là, c'est un petit bout de subvention aux collectivités territoriales. On cofinance leur schéma directeur IRVE jusqu'à hauteur de 80% s'ils le lancent cette année
pour vraiment déclencher cette approche de vision territoriale. Et on met des outils financiers, soit en investissement dans les sociétés de projet, soit avec un outil de prêt mezzanine intérêt participatif, un peu barbare comme terme. Mais en gros, on prête de façon qui permettent quand même de lever de la dette commerciale qui sera prioritaire sur nous. Donc ça réduit le besoin d'investissement du promoteur du projet et nos taux d'intérêt varient en fonction de la réussite du projet. Donc on est associé on prend le même sens du risque. Donc ça, c'est pour 2 investissements territoriaux. Et ça peut s'appliquer soit sur ces schémas directeurs qui vont être plutôt des bornes de recharge voilà, dont on a parlé, semi-rapide, entre guillemets. Mais aussi, aujourd'hui, il y a un très fort développement sur les grandes surfaces commerciales qui font des appels d'offres assez massifs pour équiper leur... Ils ont des obligations, mais en même temps, ils en profitent. Donc, et pour équiper leur parking avec des bornes plutôt à haute puissance. Et là, avec un modèle qui est quand même récurrent. C'est-à-dire ça va être pour des usages VTC, taxi et autres. Très difficile de savoir vraiment le comportement des gens, mais on peut se dire que, vu la croissance des véhicules, ça va aller... il y aura de plus en plus de demandes. Et puis, avec l'inertie qu'il y a pour développer des projets et augmenter la capacité disponible, les premiers arrivés devront à un moment ou à un autre capter cette demande. Mais il y a un vrai risque en termes d'investisseurs de savoir est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans qu'on atteint la rentabilité. Et donc ça, nous, on est des outils long terme. On a le temps de voir venir. Est-ce que vous avez un bilan sur le nombre d'investissements en France, sans parler d'argent, en nombre de points de charge d'investissement en France? Non, aujourd'hui, comme on le dit, on est encore en phase. Je veux dire, tout ça va arriver l'année prochaine. Il y a énormément d'appels d'offres en cours. Pareil sur les autoroutes, il y a beaucoup d'appels d'offres en cours parce que les règles ont été édictées en début d'année. Donc le temps que les sociétés d'autoroutes fassent leurs appels d'offres ou les sous-concessionnaires puissent décider, alors ça ira peut-être plus vite quand le sous-concessionnaire lui-même le fait comme Total, mais aussi il y a des investisseurs tiers qui viennent sur certaines, donc ça prend du temps. Je voulais juste, dans le modèle économique, on a un vrai sujet, nous, sur les autoroutes, et je pense qu'il est partagé, qui vient d'être cité. C'est-à-dire, moi, un optimum, c'est quand mes bornes sont utilisées. Et donc, c'est quand elles sont saturées, d'un point de vue purement financier, elles vont être saturées 10-15% du temps. Je serais très content, parce que là, je vais pouvoir rentabiliser. Mais en termes de user experience, c'est une catastrophe. Alors, autant sur un parking du McDonald's, il ira sur le parking du Carrefour à côté s'il y a trop de monde. Puis ça s'adaptera. Autant sur une autoroute, le user experience, c'est que je ne vais pas mettre 2-3 heures à attendre pour recharger ma voiture. Et donc, le point qui a été dit tout à l'heure sur comment on fait face aux pointes, il n'est pas le même partout. Il faut vraiment analyser quelle est l'attente user experience. Encore une fois, si on fait 3-4 heures d'attente pour recharger sa voiture une année, c'est catastrophique pour le développement de la voiture électrique en général. Donc c'est vraiment un sujet où il faut trouver des nouveaux modèles. Et alors investir pour la borne qui va servir 20 heures dans l'année, c'est aussi un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de voitures qui le font. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur des autonomies qui vont augmenter, mais si elles augmentent, elles s'arrêtent moins souvent. Mais enfin, la quantité d'énergie dont elles ont besoin pour faire 100 km va être à peu près la même. Donc quand elles vont s'arrêter, elles vont faire des pleins beaucoup plus longs. Ou alors, il faut beaucoup plus de puissance. Et là, on est limité par la puissance disponible parce qu'il y a plein d'endroits où on n'arrivera pas à amener plus que 1 ou 2 mégawatts de puissance, ce qui est déjà beaucoup aujourd'hui, mais qui demain sera vraiment pas grand-chose sur les autoroutes. Donc voilà, je dirais, on a là-dessus sur des modèles financiers un petit peu compliqués à les trouver. Donc voilà, nous, on va accompagner un peu tous les projets. Encore une fois, aujourd'hui, on vise équiper toutes les copropriétés, c'est 180 000. C'est 180 000. Alors les petits parkings ne seront peut-être pas avec nos solutions. 180 000 copropriétés en France. Oui, en France, donc ça fait quand même beaucoup de charges. Bon, à la limite, un véhicule, une charge, c'est quand même le modèle qui paraît le plus intéressant en termes d'expérience utilisateur, c'est de ne plus avoir besoin d'aller à la station-service la plupart du temps sur les usages classiques. Alors peut-être un point aussi, ce qu'on constate dans les drivers, parce qu'on commence à travailler aussi avec les HLM là-dessus, c'est que beaucoup de mouvements vont venir des véhicules professionnels. C'est-à-dire les entreprises qui veulent équiper leurs employés de véhicules professionnels, ils ont besoin de trouver des solutions à domicile ou des solutions sur les chantiers. Qui peuvent être aussi des solutions mobiles, parce que sur un chantier, le gars, il fait 100 km pour aller sur son chantier. Quand il arrive sur place, il n'y a pas beaucoup d'électricité disponible, et puis elle est réservée pour le fonctionnement du chantier. Par contre, on peut avoir une station mobile pendant quelques temps qui se recharge la nuit quand il n'y a pas de chantier et qui va pouvoir recharger les véhicules des collaborateurs. Voilà. C'est des exemples. Donc, on va avoir plein de cas d'usage qu'il faut analyser. Et nous, on essaye de financer ce qui permet de montrer un modèle. Ça pourrait être aussi des flottes de recharge mobile. Ça peut marcher aussi. Vous avez une belle perspective d'évolution concernant les investissements. Vous voyez déjà quelque chose. Vous dites qu'il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont sortis sur les autoroutes et autres. Dans les autres secteurs, ça bouge aussi énormément, ce milieu-là, la volonté de
de créer des points de charge, que ce soit, comme on dit, donc soit des stations, soit des bornes indépendantes et autres? Au niveau territorial, les syndicats d'énergie sont très promoteurs pour se lancer. Sur l'État a mis en place ce qu'il fallait pour les autoroutes. Je suis un petit peu moins sûr sur le réseau non concédé qu'il y a un process aussi bien encadré. Donc il faut du volontarisme des concessionnaires comme notre voisin, mais sinon, des sous-concessionnaires, mais sinon, je ne sais pas si on aura le même taux d'équipement sur le réseau national non concédé que ce qu'on va avoir sur le réseau concédé. Sur les parkings de supermarchés, c'est vraiment des gros appels d'offres, hein, ça se compte en dizaines, centaines de millions à chaque fois, 100, 200 millions, parce que quand on a un réseau de, je ne sais pas combien de parkings, de Carrefour, de McDo, de Auchan, toutes les grandes enseignes regardent ça, hein, ont lancé plus ou moins des choses. Donc là, il y a quand même des gros montants dont on parle. Chez ma directeur, on va voir, ça va être plus progressif. Et puis, ça décolle pas mal sur les copropriétés. Nous, ce qu'on voit, et Clément, qui administre à devenir aussi, donc les subventions, ça arrive un peu après. Nous, là, on reçoit, je dirais, quelques centaines de devis par mois déjà. Alors, c'est un début, mais c'était à zéro, je dirais, il y a encore quelques mois. Et donc ça va arriver, parce que le cycle des assemblées générales et des décisions, mais ça va arriver maintenant sur des demandes de subventions assez rapidement, je pense. Donc voilà, la dynamique a bien démarré. Il y a eu ce temps d'inertie, un an et demi, pour arriver à avoir les premiers projets. Et moi, j'imagine qu'en 2022, on va avoir plutôt des sujets d'approvisionnement en borne que des sujets de manque de projets. 2020 était donc l'année zéro, alors? L'année zéro, le commencement de tout dans la mobilité électrique, peut-être, dans les investissements sûrement? Je dirais que ceux qui sont partis avant se sont cassés les dents sur une absence de véhicules, une absence d'usage. Donc les premiers réseaux de bornes, on ne savait pas à quoi ils servaient, avec des véhicules qui avaient peu d'autonomie. Donc faire un réseau sur autoroute quand les véhicules ont 100 km d'autonomie, ça ne sert pas à grand-chose parce que personne ne va prendre une Zoé de 100 km pour traverser toute la France, qui a 100 km d'autonomie, même s'il y a des réseaux de bornes. Mais maintenant, le tout, c'est d'avoir les reins solides pour dire il faut qu'on soit en avance sur les bornes par rapport au nombre de véhicules, en tout cas dans un certain nombre d'endroits, des cas critiques, notamment sur les grands réseaux autoroutiers. Il faut qu'il y ait plus de bornes que de besoins moyens. Donc il faut qu'on soit en avance, mais la croissance est là. La croissance est là, parfait. Et une continuité en parlant d'investissement, en parlant de bornes surtout, et surtout la borne de l'avenir. Est-ce que la borne de l'avenir dans la station, est-ce que la borne sera, comme aujourd'hui, intégrée et traversante pour pouvoir passer son chemin, se charger et puis partir? Ou est-ce qu'on continue dans des systèmes où il faut se garer en épi, en bataille, où le point de charge n'est pas forcément bien positionné par rapport à mon entrée de kilowattheure du véhicule? Comment vous, Total Energy, vous pensez à justement cette station-service de demain, exclue de la station thermique, ou incluse, ou alors une nouvelle station avec des distributeurs et les commodités à proximité, et j'en passe? Bon, alors pour l'instant, on n'est pas en 2040 ou plus. Et on conçoit effectivement la recharge comme des espaces où le véhicule a des temps d'arrêt relativement longs. En tous les cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, le temps moyen, quand on fait de la recharge haute puissance, il tourne aux alentours des 30 minutes. Alors, donc, et on conçoit, alors peut-être que ça évoluera dans les années qui viennent, on s'adaptera, parce que ce qui est important, et je pense que c'est l'expérience client, puis c'est les parcours clients. Est-ce qu'on aura la capacité effectivement d'avoir, parce qu'on a des temps d'arrêt qui finalement se réduiront, d'être dans une logique comme on a aujourd'hui où on peut faire un peu la queue et puis on dépose son véhicule même si on sort 5 minutes ou 10 et puis le récupérer après sur une file. Aujourd'hui en fait on est effectivement comme des places de parking. Alors ce qu'on essaye de faire là où on le peut, notamment c'est d'équiper d'ombrières. De manière effectivement à avoir vraiment un abri. Voilà, s'il pleut, on reste au sec. Ou beaucoup de soleil. Ou s'il fait très chaud, on gagne quelques degrés. Et ça, alors, ça c'est des choses. En fait, on va s'appuyer sur en termes d'observation, sur les premières réalisations qu'on va faire. Pour regarder comment effectivement les flux des clients se font sur les stations. Ce qu'on essaye de faire, c'est que sur autoroute, on soit quand même en accès relativement court
par rapport aux boutiques, restauration, qu'on ne soit pas dans un endroit qui soit trop éloigné pour garder finalement un accès un peu comme on a sur la distribution pétrolière classique. Et puis quand on est en zone urbaine, regarder effectivement comment dans le contenu de nos boutiques, de services de lavage qu'on a également, on peut adapter ça au contexte du véhicule électrique et d'une pause qui dure effectivement une trentaine de minutes en moyenne. Ce que je voudrais peut-être dire de manière complémentaire, c'est qu'on a parlé du réseau autoroutier, on a parlé des zones urbaines, notamment les métropoles avec les zones à faible émission. En complément, d'ici à 2023, on va venir équiper, alors c'est peut-être moins important par station, pour autant c'est tout aussi ambitieux en nombre de points de charge et de bornes, on va venir équiper 2000 de nos stations-service de 1 à 2 bornes en recharge rapide. Ça aussi, c'est dans une logique d'ancrage territorial et de pouvoir, y compris quand on est sur des réseaux secondaires, de pouvoir fournir un service dans lequel, même si j'ai un temps d'arrêt qui est un petit peu long, mais de plusieurs dizaines de minutes, 3/4 d'heure éventuellement, mais avoir un service que je ne trouve pas en proximité sur mon trajet. Voilà. Total Énergie, Total Access, etc. Oui, exactement. Oui. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, et alors évidemment, on est dans une électrification qui est assez massive, donc l'électrique, on va le trouver partout, mais de manière complémentaire, et ça c'est un peu dans l'ADN de Total Énergie étant multi-énergie, vous aurez aussi des stations multi-énergie et dans lesquelles vous pourrez trouver de la distribution de GNV, bio-GNV, peut-être plus sa vocation pour des véhicules lourds, mais ils existent aussi. Il faut pouvoir les fournir en énergie. Et puis des stations dans lesquelles vous trouverez de la distribution hydrogène. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en complément, je disais là, on parle bien de la station-service multi-énergie de demain. Il y a aussi d'autres modèles de mutualisation qui sont importants. Là, nous, on investit dans Station E, qui est un stand d'ailleurs ici, qui va proposer du mobilier urbain, qui associe des services de numérique, des antennes 5G, des services numériques, avec des bornes de recharge électrique. Donc en termes de coûts, il y a une seule fois les travaux. En termes de revenus, on mutualise des revenus. Et donc ça permet de multiplier des points de charge à moindre coût, parce qu'aux bornes de la recharge, au début, on n'aura quand même pas beaucoup de revenus, mais par contre, on aura des revenus des opérateurs de téléphonie. On a une autre solution, donc c'est vraiment on mutualise des revenus pour le même, et puis on a une seule fois des travaux de voirie à faire, une seule fois un raccordement à faire, ce qui est quand même intéressant. On a une autre société dans laquelle on a investi qui fait des ombrières sur des parkings privés, enfin parkings de foncier privé mais à usage public, sur lesquels on associe aussi des bornes de recharge électrique. Donc le coût de rajouter la borne, il est mineur par rapport à l'ombrière. Donc on mutualise les coûts. Et puis en termes de revenus, au début on vend surtout de l'électricité solaire sur le réseau. Et puis il y en a une partie en autoconsommation, mais on peut avoir le temps que les véhicules viennent. Donc on va avoir vraiment besoin de ce type de mutualisation. C'est-à-dire les bornes toutes seules, c'est quand même des gros coûts. Il y a plein de travaux, plein de choses à faire. C'est des micro-coûts, mais à chaque fois, c'est quelques milliers d'euros pour faire un raccordement électrique. Il y a des enjeux qui sont toujours du mal traités. Il y a les parkings, par exemple, qui sont vraiment des endroits où il faudrait qu'il y ait de la recharge électrique, mais c'est très compliqué en termes réglementaires, en termes financiers, en termes même sécurité. Il y a le sujet aussi, par exemple, des loueurs courte durée, qui ont des vraies difficultés d'avoir un réseau de bornes pour les véhicules courte durée, mais c'est aussi lié au sujet des parkings. Donc voilà, on a encore quelques zones vraiment, mais je pense que la réflexion, c'est pas garder la borne toute seule dans son coin, c'est dire la borne, comme on disait, quelques millions de véhicules électriques qui doivent se recharger un peu partout, ça s'intègre complètement dans le fonctionnement de la ville, et il faut arriver à penser un peu qu'est-ce que je mutualise, qu'est-ce que je fais, parce qu'on va pas non plus mettre juste des bornes de recharge à toutes les places de parking dans la rue. Ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir cette vision intégrée avec d'autres services dans des usages plus... Voilà, qui dépassent la station-service toute seule. On arrive à la fin de cette plénière. Je vais vous donner 1 minute chacun pour conclure, comme dans certains débats. Conclure ou du moins faire des ouvertures. Je vous laisse le sujet. Station-service de l'avenir, borne indépendante, ce dont on a parlé. Qui commence? Qui termine? Honneur aux dames. Avec plaisir, merci.
Alors moi, je rebondirais sur quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure sur effectivement les premiers déploiements qu'on a vus dans les années 2013, 2014 avec ces bornes qui étaient là et les véhicules qui l'étaient un peu moins. Je vais faire 45 secondes. Donc ces bornes ont permis à l'ensemble de l'industrie d'apprendre. Et cette expérience, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a de la valeur. On le disait justement hier, donc l'expérience qu'on a eue sur le terrain et la capitalisation de cette expérience pour créer la borne disponible et robuste d'aujourd'hui a une grande valeur justement en préparation de cette massification de notre belle industrie. Parfait, merci. Qui veut... Ah, allez-y. Le micro. Une petite remarque pour dire effectivement, un point que je partage, il ne faut pas oublier des gens qui aujourd'hui n'ont pas de parking privatif. Voilà. Donc je pense dans le paysage, c'est extrêmement important, on doit laisser personne au bord de la route. Et pour revenir de notre côté, c'était ce que je voulais essayer de passer comme message en préambule. On est engagé dans une vraie transformation. Donc la transformation aujourd'hui, elle est vraiment là. Et elle va se produire, j'allais dire, dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et vous pouvez compter sur Total Energy pour répondre présent. Parfait, merci. Monsieur Corny ? Bon, donc 30 secondes. Je dirais que on est vraiment sur un marché qui est en pleine accélération. Donc en France, donc en Europe, aux États-Unis et puis en Chine. Toutes les solutions techniques sont là, avec l'économie qui est attendue, même s'il y aura forcément des gains en technologie, à la fois côté voiture et côté borne de recharge. Les opérateurs se développent et ont des belles ambitions. Total Energy était là pour les rappeler. Et on a maintenant même des investisseurs qui sont prêts à financer, quoi. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies. Et donc, allons-y. Amenons le tout électrique dès demain. Voilà. Allez, challenge. On m'a fait un petit appel du pied, donc je vais y répondre pour une annonce côté aussi financement. Donc nous, on porte un programme de financement qui s'appelle Advenir depuis 2016. Donc là aussi, on fait évoluer le programme très régulièrement pour être au plus proche des besoins. Et il y a un an, on a lancé ce qu'on a appelé le coup de boost, où on a proposé des montants différenciés en fonction de la puissance. Donc plus la borne est puissante et plus les montants sont importants. Ce coup de boost devait prendre fin ce mois-ci en octobre. Et donc là, on vient d'annoncer hier qu'il était prolongé jusqu'à mars 2022. Donc là encore, il va y avoir d'autres opportunités, mais à saisir assez rapidement parce que voilà. La fin était prévue 31 octobre 2021. Pour ce coup de boost, oui, on serait reparti sur des et donc montants mars unitaires. 2022 maintenant. Jusqu'à mars 2022 donc, et le programme pour le moment est jusqu'à fin 2023. Alors moi, pour conclure, la station de l'avenir, je pense qu'il faut réfléchir en termes de pas de station, mais de réseau global. C'est ce qui a été dit par tout le monde. Et effectivement, de pouvoir proposer aux utilisateurs, et de ne pas en laisser au bord de la route, et de proposer des solutions facilement identifiables, accessibles, qu'elles soient installées de façon définitive, qu'elles s'installent à une échéance de 3 ans, qu'on puisse avoir une vision de ces choses-là, ou qu'elles soient installées de façon temporaire, comme ça peut être le cas sur les choses qu'on opère. Et je pense qu'il faudra arriver demain à avoir une vision des besoins de recharge et faire évoluer les systèmes en fonction de ces choses-là, pour pas forcément surdimensionner la chose et faire quelque chose qui soit intelligent et peut-être adaptable, parce qu'on a la chance de fonctionner sur quelque chose qui est électrique et que finalement on peut arriver assez facilement à avoir de la souplesse avec ces outils-là. Donc du coup, à mon sens, on peut imaginer d'avoir quelque chose qui soit adaptable en fonction du besoin et le faire grossir ou diminuer d'une zone à l'autre pour pouvoir rendre finalement ce réseau global, c'est pas que les stations qu'on opère, mais c'est l'ensemble des stations qui seront opérées, pour l'ensemble des usagers. Ce qui finalement est le sujet, c'est comment je trouve une station quand je vais aller à Poitiers, quand je vais aller à Paris. Parfait. Merci. Allons-y. Petite conclusion. Donc effectivement, on change d'échelle aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que sera la station-service de demain. Enfin, l'avenir, c'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans, c'est aussi dans 15 ans. Même dans 5 ans, on aura un parc. Certes, on vendra plus de voitures électriques, mais le parc sera
tout petit, quelques pourcentages du parc total, parce qu'il y a une énorme inertie dans le parc. Et les enjeux à 1 million de véhicules ne seront pas les mêmes qu'à 5, ne seront pas les mêmes qu'à 10, ne seront pas les mêmes qu'à 20, parce qu'on peut espérer arriver dans des chiffres comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est être toujours capable d'anticiper, parce qu'on va avoir des nouveaux problèmes qui vont être liés à cette taille, à des besoins de pic, à l'analyse des comportements qu'on ne connaît pas encore forcément aujourd'hui. Et donc moi, c'est anticipation. Là, on fait un énorme effort pour dire d'ici 2025, on aura à peu près couvert les besoins, mais il va falloir très vite commencer à regarder comment ça va évoluer derrière. Et la Banque des Territoires sera toujours aux côtés de tous les acteurs pour essayer d'investir dans des nouvelles solutions et dans le déploiement, parce que ça va quand même nécessiter un peu d'argent. Écoutez, merci à vous d'avoir participé, d'avoir voulu répondre à ces quelques petites questions. Bien sûr, tout le monde se trouve à votre disposition si vous avez des questions, soit dans le hall d'exposition, soit ailleurs. Facile, vous n'allez pas vous sauver juste après quand même. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure peut-être. Je fais un workshop concernant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, il y a les stations, il y a les bornes, etc. Et il y a aussi, à un moment donné, le fait d'installer les bornes. Si l'installateur n'est pas qualifié, s'il est mal qualifié, s'il n'a pas la compétence, à un moment donné, on sait qu'il peut y avoir des soucis. La qualification est gérée et nous, à PAV, on peut apporter énormément de solutions, aussi bien l'installation, la maintenance. Et on sait aussi que les études sont encadrées aujourd'hui. Les bureaux d'études vont devoir aussi être formés. Merci à vous pour votre attention et puis nous sommes à votre disposition si besoin. Bonne journée et bon salon.